Salut à tous et bienvenue dans le live 8 du compte At We Are Thunder. C'est Pierre qui vous parle, je suis avec Constant. Comment ça va, Constant? Bah ça va, très content de te retrouver pour ce nouveau live. Ouais, deuxième live sur Twitch, merci de nous suivre, on a de plus en plus d'abonnés, là on est une petite quinzaine, peut-être presque 20 maintenant pour parler du Thunder, et comme vous vous en doutez vu le titre, on va parler de la saison qui arrive. On va faire une sorte de preview, mais le format de cette preview-là, ça va être une FAQ. On a déjà recueilli quelques questions sur Twitter, des questions que vous nous avez posées, on va en prendre aussi sur le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à interagir aussi avec nous, on est très attentif à ce qui se passe, je l'ai en direct, donc pas de souci à ce niveau-là. Hier, le Thunder a joué, en plus, contre les Spurs, ça nous donne un peu d'éléments, de matière pour débattre aussi, pour certaines questions. Donc ça va être assez intéressant, donc voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous et à nous rejoindre, tout va bien se passer. Et on va commencer tout de suite, hein. On va commencer, j'ai trié les questions Constant par thématique, pour pas qu'on se perde et pour pas qu'on répète 20 fois les mêmes choses. Donc quand vous voyez qu'un peu c'est la thématique de la question que vous voulez poser, allez-y, on la prendra directement. La première question, la première thématique, c'est sur le roster. Donc j'ai rassemblé les questions sur le roster, sur les rotations, etc. Et on va commencer par une question de @Yohan Guillot sur Twitter, qui nous a demandé une chose qu'on a déjà pas mal parlé la semaine dernière, mais on va peut-être pouvoir en redébattre avec le match d'hier. Le Thunder doit encore se débarrasser de 3 joueurs, vous pensez à qui? Je te laisse faire ta petite liste, peut-être après les différents joueurs qu'on a vus hier, Schofield, Williams, Leaf par exemple aussi. Qui c'est qui te paraît prêt à être dans l'effectif et qui va partir? Bah si tu dois te séparer de trois joueurs, je pense que déjà tu vas faire un tri dans ta rotation au poste 4-5. T'as Baisley qui est sûr d'être titulaire, mais après t'as entre Kenrich Williams, TJ Leaf, Admiral Schofield, t'as un choix à faire, Isaiah Roby aussi, ou Trevor Ariza, t'as des choix. De ce qu'ont montré ces trois joueurs, c'est-à-dire Leaf, Williams et Roby, même Schofield 4, ils ont pas montré de très bonnes choses. Il y en a c'était plutôt intéressant, mais il y en a c'était pas très bon. Faut voir, il y a encore 2 matchs de pré-saison, mais si tu dois couper trois joueurs, je pense que pour l'instant tu coupes Schofield, parce que même si j'aime bien ce qu'il a apporté en attaque hier, il était plutôt actif. En défense c'est quand même, enfin en attaque c'est quand même pas très bon. Après pour les deux autres, moi j'ai envie de te dire, si Trevor Ariza est pas décidé à revenir en NBA, je vois pas trop l'intérêt de le garder, autant le couper pour pouvoir conserver un spot pour un jeune. Et sinon le troisième, ça devient compliqué parce que t'as au final ce qu'a apporté Frank Jackson c'était plutôt intéressant, donc j'ai pas envie de le couper, donc ça se joue potentiellement entre Darius Miller et Justin Jackson, donc je pense que les trois là, si je dois couper les trois, je coupe Schofield, Miller. Ariza? Ouais, si Ariza veut pas revenir, je le coupe. Sinon Hmm, c'est ouais Schofield, Miller, Ariza. ouais. Je pense que sur Schofield, on est d'accord. Il a très peu joué hier, c'est l'un des derniers à être rentré. Il avait très peu joué en première mi-temps. Je sais même plus s'il a joué en première mi-temps, mais Alors il doit c'était jouer, je assez crois. compliqué. C'était assez compliqué pour lui. Il était clairement derrière Williams dans la rotation. Il n'a pas été très efficace en attaque, comme tu as dit. C'était très brut, alors qu'il a du talent, ce joueur-là, mais ça, il peine vraiment à confirmer en NBA. Ensuite, dans le chat, on me met Roby. Oui, je pense que Roby, moi, je le coupe. Hier, il Moi a je eu le un gros garde. temps de jeu. Ah, tu le gardes, toi? Moi, Bah il a eu un gros temps de jeu hier, il a fait des stats, mais enfin, il s'en perdu des fois. Alors, je vois ce que les gens peuvent lui trouver, mais je le trouve vraiment perdu et je pense que je le coupe quand même. Je préfère un Williams. moi j'aime bien ce qu'il apporte en défense, hein. En attaque, bon bah il a fait des marchés, il a pris le ballon dans la figure. Ça peut être que un mauvais match, tu vois. Après, en défense, Roby, là, il jouait 5 hier quand il est rentré. Il pouvait pas défendre sur les switches, c'était même des ailiers, donc faut Ouais, mais mettre je qu'il pense défende pas que presque que à les autres puissent l'intérieur. défendre non plus sur des switches. Oui, c'est pas faux. Donc, Peut-être voilà. Williams. Honnêtement, Williams, je pense qu'il est plus capable. Il était. Lui, alors, il était très brut en attaque aussi. J'ai l'impression que c'est le syndrome de tous ces joueurs et de tous les joueurs d'OKC depuis un moment. Mais défensivement très actif. On voit que il a un minimum de basket pour savoir où se placer et comment jouer.
Je l'ai trouvé un peu plus compétent en fait, un peu plus prêt à jouer en NBA que d'autres là qu'on a cités. Donc moi je couperais Scofield, je garderais Williams. Roby, il est en dilettante parce qu'il a l'air d'avoir un gros temps de jeu, d'avoir un peu de confiance de Billy Donovan, donc Non, ça me choque, de Mark Daigneault. Mark Daigneault, voilà, ça va être long la saison. Non, Mark Daigneault, et donc ouais, s'il a la confiance, je pense qu'il pourra rester. Miller, je suis comme toi, j'ai du mal à le voir revenir. C'est peut-être le meilleur joueur de tous ceux qu'on a cités, mais il était très longtemps blessé, on l'a pas encore vu, j'ai à voir. Justin Jackson, je pense qu'il ne le sera pas, tu l'as cité. Et après, Ariza, c'est le problème, parce que oui, son salaire est très élevé, donc si on le coupe, c'est de la dead money pour cette année, donc on ne pourra pas utiliser. Le problème, c'est qu'il peut aussi demander à être coupé plus tard, et on aura échangé pour rien, et on aura coupé un joueur avant pour rien, en fait. Genre, on peut couper, par exemple, Williams pour garder Ariza, et Ariza ne pourrait jamais jouer, arriver au buyout market, et dire, bah moi, je veux quitter OKC, rejoindre un contender, et se faire couper, en fait. Et c'est pas sûr du tout qu'on puisse en obtenir une contrepartie. Non, après, mais je te dis, ça va être une discussion avec Trevor Ariza de dire est-ce que tu es prêt à revenir sur un parquet NBA ou est-ce que, comme il l'a fait dans la bulle l'année dernière avec Portland, il préfère se concentrer sur sa vie familiale, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, quitte à ne pas avoir, à pas venir, autant le couper et lui donner ses 12 millions et garder un spot dans l'effectif pour un jeune. Je suis d'accord. Donc peut-être Ariza, Scofield, et après le dernier, et c'est un peu plus dur. On n'a pas vu tout le monde non plus, on sait pas trop. Je pense que ça joue presque plus aux entraînements que ce qu'on voit en match, honnêtement. Vu comment le Thunder a l'air de... La politique qu'il semble avoir, ce que dit Daigneault en interview, il est vraiment tourné vers la progression, vers comment amener les joueurs de plus en plus haut. Dans le chat, je vois Moses Brown, c'est pas possible, c'est un two-way, donc il sera là. Il sera très peu dans l'effectif, je pense, mais il sera là, donc il pourra pas être coupé. Ouais, c'est assez compliqué cette question, et on n'a pas de nouvelles réponses, on va dire, avec le match d'hier. Non, bon, on les aura avec les deux autres matchs restants face aux Bulls, tu vois. Peut-être Oui, que de toute façon. Mark Daigneault va alterner en mettant, je sais pas, ce coup-ci en alternant, et au lieu de mettre Roby titulaire, il va mettre Kenrich Williams, par exemple. Ouais, sachant qu'il y aura des retours, ceux qui n'ont pas joué, c'est pas des blessures, c'est sûrement des choix de coach, des repos, etc. Donc rien de grave à ce niveau-là. Donc à voir, à voir. Ensuite, c'est pas exclu non plus qu'on voit par exemple un Scofield, s'il est vraiment en dessous, être coupé avant même le deuxième match. Hein. Ça me choquerait pas. Je pense que c'est possible. Je pense que si ça va être coupé, ce sera plus la fin de pré-saison que Hmm. maintenant. Hmm. On va passer cette question, on passe à une autre. Alors là, on rentre direct dans la hype de hier soir. Hein. Question de Julien Altissimo. Après ce qu'on a vu de Malédon hier soir, une bonne place dans la rotation. Entre parenthèses, s'il continue d'impressionner sur les autres matchs. Alors, première chose, on est à un match dans la pré-saison. Calmez-vous. C'est dur aussi pour nous, mais il faut pas s'enflammer, pas de conclusion hâtive, pas de... Voilà. Parce que si on s'arrête maintenant, Malédon, il est rookie de l'année. Donc, franchement, vu les performances des autres, à part Okoro qui a été vraiment bon, il est rookie de l'année presque. Edwards n'a pas confirmé, ou Lamelo n'a pas été à droit, donc il est rookie de l'année presque. Donc pas de conclusion hâtive. Il a été très bon hier, on aura l'occasion d'y revenir, on est revenu sur ça dans notre recap de l'article que je vous invite à lire sur le site. Vraiment impressionnant dans la gestion de pick and roll, comment il a géré l'attaque, alors que c'était son premier match et qu'il n'était pas là pendant tout le training camp. Quelle place tu lui mets, on va plutôt tourner la question comme ça, tu lui donnerais dans la future rotation du Thunder avec ce qu'on a vu, et potentiellement c'est peut-être le premier guard en rotation de Hill et de Shea, je pense. Ouais, ma position, elle a pas changé par rapport à... C'est pas parce que j'ai eu un match de pré-saison que mon avis va changer. Moi, Malédon, je lui donne entre 22 et 25 minutes par match. C'est le premier guard que je fais sortir, effectivement. Tant que Georgie sera encore là, c'est le premier meneur de ma rotation. C'est pas Frank Jackson, c'est pas Ty Jerome. Parce que développement déjà, et puis parce que il a l'air de montrer que il est capable de supporter la pression NBA et d'évoluer au niveau NBA. En tout cas, que ce soit dans son jeu ou dans sa tête, il a l'air d'être plutôt NBA ready. Après, une petite vingtaine de minutes, quoi. Et il bénéficiera de regarder Georgie jouer et de voir comment Shea de temps en temps peut évoluer au poste 1 aussi.
Complètement. Après, hier, il a beaucoup joué parce qu'il a starté à deuxième mi-temps aussi. Et parce qu'il a été bon, il a gagné du temps de jeu, je pense, hier, en étant bon sur le terrain. Par rapport aux autres joueurs guard, je pense que Jackson sera utilisé vraiment en deux. Je le vois vraiment pas être l'unique meneur. Je pense qu'il sera presque tout le temps avec Hill, Malédon, voire Shea, qui portera la balle, et lui sera plus en deuxième lame, en slasher à côté. J'ai envie de dire le McCollum de Lillard, mais on a un niveau largement moins que ça. Mais en gros, dans Non, l'idée, mais c'est il y a, ça. oui, oui, un créateur pour lui, quoi, au poste 2, quoi. Ouais, voilà. D'ailleurs, il a fait un bon match, et je pense que toute Ouais, l'année, t'es il pas pourra mal. apporter peut-être une bonne dizaine de points en sortie de banc. Ouf. C'est assez intéressant. Et j'ai une question dans le chat de Lucario, et c'est exactement ce que je voulais parler. C'est qu'hier, Daynault, il a joué des line-up à 3 meneurs. Il, Trois Shea guards. et Malédon, oui, 3 guards. Il, Shea, Malédon au début, puis avec Jackson, où il y en avait 4 sur le terrain. Ça, c'est plutôt quelque chose que nous, je pense, on aime bien voir, qui est intéressant de voir dans une reconstruction, et qui permet, par exemple, un Malédon de se développer aussi off-ball, puisqu'il y a des vraies qualités de stats dans cet aspect-là. Ça permet de mettre beaucoup de rythme en attaque. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a fait un peu d'écart, je crois, si je me trompe pas, en deuxième quart-temps. Qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu de ce passage-là? C'est une bonne chose, ça, je pense. Je pense que c'est une tentative de Mark Daynault qui a voulu expérimenter. Après, Ouais. faire évoluer chez au poste 4, je pense pas que Non. ce sera fait durant la saison, ou alors sur vraiment des séquences de garbage time, ou des très courtes séquences. Après, effectivement, c'est pas mal d'avoir, que ce soit pour Frank Jackson ou que ce soit pour Malédon, c'est intéressant de pouvoir évoluer avec George Hill à côté d'eux. Parce Mhm. que pour Frank Jackson qui est peut-être pas spécialement un meneur créateur, ou pour Malédon qui est encore jeune, de pas avoir la responsabilité de créer pour l'équipe et de gérer une attaque, justement parce que Georgie est à côté, ça peut leur permettre justement de plus se concentrer sur leur jeu à eux et de se créer Mhm. plus d'opportunités individuelles. Et dans le cas où où Malédon ou Jackson par exemple, où Shea est bien, balle en main, etc., c'est le genre parfait de complément pour jouer off-ball, hein. C'est Oui, parce qu'il 48% à sanctionne 3 après, points. Donc il sanctionne. lui, il est très content de jouer off-ball aussi, donc il est vraiment parfait dans cette optique-là. Après, à mettre aussi en perspective que dans ce match-là, il n'y avait pas Baisley, il n'y avait pas Dort, qui Non, eux il n'y avait auront pas beaucoup de Orford temps non de plus. jeu, pas Orford non plus. Donc imaginez peut-être ce 5 déjà avec Orford en poste 5, peut-être Dort qui pourrait jouer le rôle du 4, peut-être on aura du Baisley en 5 par passage, puisque la rotation semble courte, puisque Poku ne va pas jouer 5, de ce qui est au moins offensivement, et défensivement pour l'instant en tout cas, on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Mais la rotation risque d'être courte, hein, parce que là, bon certes il n'y avait pas Orford, mais Muscala, Robbie, ça fait un peu peur dedans, même si Muscala a été très bon. On aura l'occasion de voir ça, je pense, pas mal de fois dans l'année. Bon, tu peux faire une Euh, petite rotation à 10, tu vois, ouais, où tu mets Baisley, Orford, Titu au poste 4-5, et ensuite t'envoies des séquences où tu peux mettre Justin Jackson en 4, où tu peux mettre du mettre coup pour. décaler Baisley en 5, tu peux Ouais. faire des On peut trucs, hein. essayer beaucoup, on peut essayer. Il y a pas mal de trucs à essayer. Il a des joueurs assez polyvalents dans les postes, qui peuvent jouer plusieurs postes, hein. Ouais, même dans les registres, Ouais. tu prends Schofield, ou il sera peut-être plus dans l'effectif, mais tu prends Robbie et Muscala, c'est deux joueurs qui peuvent potentiellement jouer 5 et qui ont des profils radicalement Hmm. différents. Même Leaf. Même Leaf qui a joué 5 hier, tu vois. Ouais, mais Leaf est Je... plus dans un registre à Ouais. Muscala, tu vois, il est plus Ouais, doué je suis d'accord. offensivement que Robbie. Complètement. Question suivante, toujours sur le roster, des news de Misic. Je sais pas si je dois m'attendre à le voir à la mi-saison ou l'année prochaine peut-être. C'est Hotwist qui nous a demandé ça. Je crois que c'est un fan de Misic en plus en Euroleague. Concrètement, Misic il va pas venir cette année. Il joue encore l'Euroleague et en championnat turc, je pense, avec Istanbul. L'Euroleague finit fin mai. Je pense que l'effet c'est très fort en plus. Je pense. Je suis pas assez, mais l'effet c'est fort et il risque d'être assez loin dans les phases finales. Il a aucun intérêt à venir maintenant. En plus, il y a les JO cet été. Donc lui, je pense qu'il voudrait les jouer avec la Serbie. Donc il a aucun intérêt à se cramer en allant NBA en jouant pas. Donc vous attendez pas à le voir venir maintenant. Et il risque de venir peut-être comme Campazzo dans ses trentaines d'années, quand il est trentenaire, pour se faire une expérience NBA, quand il a un peu fait le tour de l'Europe, j'ai envie de dire, pour faire une petite partie de sa carrière en NBA, quoi. Oui, bon, de toute façon, je vois pas l'intérêt de le faire venir, Non, étant donné que t'as déjà des jeunes à développer au poste de guard. Donc, même pour ouais. lui, t'es bien en Europe, je vois pas l'intérêt d'aller dans une franchise NBA qui sera Mm. parmi les pires l'année prochaine.
Je comprends si tu perds Georgie, cette idée d'avoir un meneur vétéran, mais je suis pas sûr que ça soit intéressant pour lui, quoi. Enfin, faut voir aussi... Après, un meneur vétéran en Euroleague, mais le jeu Oui, d'Euroleague pas en n'est pas le NBA. même que le jeu de NBA. Je suis d'accord avec toi. Même si aussi fort qu'il soit, et qu'il est très bon en Euroleague, c'est assez différent. Il y en a vu pas mal de meneurs. Je sais que t'aimes citer les Ante Teodosic qui sont beaucoup plus c'est beaucoup plus compliqué pour eux en NBA. Après, on va voir, c'est quoi? C'est le meneur argentin que Denver a signé là. Campazzo, ouais. Campazzo, tu vois, déjà on pourra peut-être voir lui pour le coup. Sachant que il va être capable. Campazzo, en plus, ça n'a pas du tout le physique de Micic. Hein. Il est vraiment il est petit, défensivement ça va être dur. Par contre, offensivement, c'est très 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 fort. On l'a vu 2-3 passes hier, vraiment très fort. On va passer maintenant aux questions sur le coaching et je vais fusionner les deux questions petit à petit. Donc, première de @monsef23. Pourquoi le management a tardé à signer le coaching staff? Daigneault n'est-il pas un choix par défaut au dernier recours? Et on a une autre question, c'est @thejouvzer. Quelles sont vos attentes par rapport au coaching? Je vais commencer juste par répondre à la première. On a tardé, je pense, parce que je suis pas sûr que c'était pas un choix par défaut. Maintenant, j'ai de moins en moins de l'impression que c'est ça. J'ai pas l'impression qu'on ait interrogé beaucoup de gens. On a pris le temps, on savait qu'on avait cette bonne solution en interne. On avait peut-être 2-3 autres cibles, peut-être des assistants aussi comme Mike Miller qui a rejoint le Thunder qu'on voulait interviewer avant. Mais je pense pas qu'il y avait un coach assez référencé qui voulait venir, que les meilleurs débutants ne voulaient peut-être pas forcément venir non plus à OKC, et que Daigneault, si on le paye pas très cher, il est dans la politique de Sam Presti, il est bon pour le développement des joueurs et qu'on a valorisé ça. Voilà. Je sais pas ce que t'en attends de lui et c'est quoi ton avis là-dessus? Pour revenir sur la question du choix par défaut, moi j'ai plutôt tendance à penser que c'était un choix pas par défaut, mais que c'était pas non plus... Le 1. Ouais, c'était le 3-4. Ouais, je pense qu'il y a eu des petites touches avec certains coachs dont on saura pas les noms, mais qui n'ont pas abouti. Et Sam Presti, et quand il a vu que ça n'aboutissait pas, s'est dit bon bah j'ai Mark Daigneault, c'est peut-être pas ce que je voulais prioritairement, mais ça va quand même me donner quelque chose d'intéressant. Après, pour ce que j'attends, courir. Principalement, tu cours. Avec cette équipe, de toute façon, tu peux pas faire grand chose d'autre que de courir. Et t'as plutôt intérêt de courir si tu veux développer tes jeunes, quitte à leur faire des erreurs, quitte à perdre beaucoup de ballons parce que tu joues rapidement. Et ce qu'on a vu sur certaines séquences hier et qui m'a beaucoup plu et que j'espère on reverra tout au long de la saison, c'est un jeu de passe. Billy Donovan, on l'a souvent critiqué, je l'ai souvent critiqué pour manquer de création dans le jeu de passe au Thunder, même si c'était un peu mieux l'année dernière. Là, t'as vraiment certaines séquences où ça kick out pour un joueur ouvert à 3 points, t'as toujours une volonté de faire une extra passe, de faire bouger le ballon. Alors ça s'explique aussi par le fait que, hormis Shea, t'as pas beaucoup de ball handlers, donc t'es obligé de faire passer la balle parce que tu peux pas confier la balle à quelqu'un, de garder la balle pendant 15 secondes. Mais je trouve que ce qu'on a vu sur certaines séquences, c'était plutôt intéressant, et si Mark Daigneault reste dans cette optique de rythme and space, moi c'est bien au-delà des résultats, c'est le truc que j'attends le plus du côté du Thunder la saison prochaine. Ouais, et qui permet le plus le développement de tous les joueurs. Parce que tout le monde peut toucher la balle, tout le monde peut prendre ses responsabilités. Et comme tu l'as dit, au début du match hier, Shea avait longtemps la balle dans les mains, il n'arrivait pas à créer, il n'y avait rien qui se passait quand il y a 9-3 à un moment, et ça marchait vraiment pas, on voit que c'est pas son fort non plus. Par contre, dans la création, quand ça va plus vite, quand il faut faire du drive and kick, quand il y avait d'autres guards sur le terrain, c'était beaucoup plus intéressant, et bizarrement l'adresse a suivi, la défense petit à petit aussi, il y avait beaucoup plus de rythme, et ça honnêtement, ça va être une des clés cette saison, même pas pour gagner des matchs comme tu l'as dit, mais pour jouer à peu près correctement et développer les joueurs, c'est d'avoir une pace parmi, peut-être pas les tops de la ligue, parce qu'il y a des équipes, ça va être infernal, mais... Oh non, faut une top 5. Comparer, et surtout comparer à l'année dernière, que ce soit largement en augmentation, parce que sinon tu marqueras pas de panier. L'année dernière, elle avait baissé considérablement. Ouais. Faut que tu reviennes dans les standards époque Westbrook. La dernière saison, par exemple, où tu étais, je crois, dans le top 10 des paces. Là, faut que tu sois dans le top 5. Faut que quitte à prendre 150 points en défense comme les Hawks, je m'en fiche. Mais tu cours, par contre. Je suis d'accord avec toi.
ça ouvrira des espaces, ça permettra d'avoir des tirs faciles, ça sera plus agréable à regarder aussi, on va le dire. Hein. Ouais, après, le problème, c'est que il y a courir en contre-attaque, il y a courir après une remise en jeu. Oui. Ce qui est pas pareil. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et hier, je pense qu'on a couru quelques fois après des remises en jeu. Pas mal de Oui, après des pertes, fois. ou même après des pertes de balles, tu vois, là, oui. c'était plutôt on a essayé de mettre du rythme, même pour les remises en jeu. Non, c'était plutôt intéressant, et je pense qu'on va avoir ça très régulièrement. De mon côté, en attente, comme l'a dit Constant, du rythme, de mettre en place une attaque qui marche, même avec des joueurs moyens. Parce que je pense que défensivement, ça on le verra en preview la semaine prochaine, on vous teasera ça. On a des joueurs qui feront à peu près l'affaire. Pas hier, mais quand on va ramener les 3 qui manquent par exemple sur le front de court, Horford, Bazley et Dort si on compte en poste 3, ça sera autre chose défensivement vraiment. Donc je pense qu'on pourra à peu près tenir l'affaire. J'ai moins de doutes, par contre en attaque j'ai peur. Et là il faut vraiment qu'on arrive à mettre tout le monde en rythme. On a vu que tout le monde pouvait s'exprimer quand il y avait un peu plus de vitesse, donc c'est beaucoup plus intéressant. Hormis Horford, j'ai pas spécialement peur qu'on se mette d'un coup à jouer lentement. Hein. Tu vois, Dort est capable de courir. Il est peut-être pas le plus vif. Oui, mais c'est pas le plus vif, mais c'est pas non plus... c'est pas un meneur lent. C'est pas Raymond Felton. Quoi. Non. Il est capable non, Shea a montré hier qu'il voulait mettre du rythme et qu'il avait... J'ai l'impression qu'il avait même pris en vitesse un petit peu. C'était assez drôle. Il a pris en muscle. Ouais, sur du open court, il avait pris, ça se voit. Malédon est capable de le faire, mais si c'est pas sa force première, il sera capable de le faire, de bien lancer la balle. Il y a 2-3 passes en contre-attaque là vraiment intéressantes. Non, ouais, je suis d'accord avec toi, ça va être intéressant. Et Diallo, par exemple, typiquement peut que s'exprimer via cette voie-là, j'ai presque envie de dire, il est vraiment intéressant que si on joue comme ça en plus. Oui, c'est pas le seul après. Hein. Ah oui. si Dort n'arrive pas à développer son shoot, je pense que Dort en attaque, tu pourras limite t'en servir que sur des cuts et en contre-attaque. Ou en pause d'écran, si jamais il y a... Tu vois, c'est pas lui qui va marquer, tu vois. Oui, on est d'accord. On passe maintenant aux questions sur... Là, il y en a un peu plus sur la reconstruction, les trades à venir. C'est vraiment le sujet qui fascine maintenant les fans. On s'en fout de la saison. On peut que parler des trades et du futur. Alors, la première que j'ai sélectionnée, celle de Joe Danielos, qui me dit: le first round des Warriors pour la prochaine draft, avec la blessure de Clay, ça craint un non. Si on rappelle, on a eu le pick du premier tour des Warriors l'année prochaine, issu du trade de Oubre. Il est protégé top 20. Et ça s'annonce compliqué pour l'obtenir, et il risque de devenir de second tour. On a déjà eu l'occasion d'en parler de ce trade-là, on sait que c'était aussi pour la trade exception, etc. Au final, est-ce qu'on a vraiment perdu ce trade, Constant, là, que tu as un peu plus de recul? Ah oui, c'était un peu précipité, on va dire. Ouais. Après, les Warriors... potentiellement, j'ai envie de te dire qu'ils peuvent très bien finir dans le top 5 de l'Ouest. Hein. Moi, je trouve pas ça déconnant. Je pense que t'as un top 2 qui est intouchable, où t'as les 2 équipes de Los Angeles. Je pense que Denver est un cran au-dessus. Ouais. Et après, ça joue avec Dallas, avec Utah, et puis Portland aussi, possiblement. Houston, on Houston qui sera 12ème, donc voilà. Moi, je pense que les Warriors, si ça clique bien, t'auras toujours une top défense, et quand tu vois les armes qu'ils ont en attaque, franchement, ça va. Et je me dis que à l'Est, tu vois, il y aura pas 55 équipes qui seront à 60 ou 65% de victoire. Donc tu peux réussir... Tu vois, genre finir 5ème à l'Ouest et avoir seulement 3 équipes de l'Est qui ont un meilleur bilan que toi. À part, je vais commencer par l'Est, à part Milwaukee qui va gagner beaucoup de matchs, Philly peut en gagner beaucoup, à voir, mais risque d'en gagner beaucoup. Boston, il y a des blessés, Toronto, ce sera un peu moins fort, les Nets, ça va gérer les matchs, Steve Nash l'a déjà annoncé, il y a pas mal de choses. À l'Ouest, je suis d'accord avec toi, il y a les 2 top 2. En fait, moi, les Warriors, ensuite... J'ai cette impression que soit ça va être très bon, genre ils seront top 5 comme tu l'as dit, ou à la lutte pour l'avantage du terrain en gros, soit ça sera tout juste en play-in en étant 10ème. Parce que... Non. Moi j'y crois pas. 9 équipes meilleures que Golden State, j'y crois pas.
Mais tu me dis que Phoenix finit devant Golden State à la fin, je suis pas choqué. Oh, quand même, je pense que ça fait Parce que un an. y a C'est une parce chose que qu'on Curry oublie. a loupé un an, donc on fait ça y Oui, est, les Warriors, c'est mais plus les Warriors. Curry je pense qu'il sera bon, mais j'ai des doutes sur le reste, parce que Draymond Green, il était cramé l'année dernière. Wiseman, Oui, tu mais il sais était pas cramé trop. dans un effectif dégueu. Oui, oui, mais est-ce qu'il est capable de revenir Wiseman, tu sais pas trop. Il y a pas mal de choses. Il y a pas un banc monstrueux. Il suffit que Curry se blesse un petit peu, ce qui arrive souvent. Très vite, tu te retrouves un Ça, peu. ça arrivait en début de carrière. Curry, tu regardes à partir du moment où les Warriors sont devenus très sérieux. Où Hormis il a l'année changé de dernière, il chaussures. s'est pas souvent pété. Hein. Où il a changé de chaussures. Bah ouais, ouais. Mais tu vois, non, Non, je suis d'accord franchement, avec toi. En fait, j'ai du mal à les placer parce que je me dis ça peut très bien marcher et ça peut aussi ne pas marcher. Ce sera à voir. Je pense que je les mettrai en playoff dans nos classements qu'on publiera sur le compte. Je pense que je les mettrai en playoff, mais je ne serais pas choqué qu'ils soient juste en play-in. Voilà. Après, comme tu le dis, c'est potentiel top 5. Hein, si Wiggins ça clique enfin, si Oubre confirme la saison dernière, parce que lui aussi était blessé, mine de rien. Green revient bien, Wiseman est bien utilisé, Curry revient pas presque à un Pachal se niveau. développe Ouais, encore Curry revient plus. presque à un niveau MVP. Ils font une bonne pioche sur le banc que tu te doutais pas. Bah ouais, t'es plutôt. Sachant qu'ils ont peut-être pas la division la plus dure. Ah non, mais cette année ça joue pas de toute façon. Je te parle des divisions, mais cette année ça change rien. Donc, à voir, Moi, à voir. je fais plus confiance. En fait, le point qui me donne confiance en ces Warriors, c'est pas tant Curry ou Draymond, c'est Steve Kerr. Moi, je fais C'est vrai. totalement confiance en Steve Kerr Mm, pour, mm, avec un mm. effectif compétent, être capable de faire défendre n'importe qui, en fait. Mm, Et je fais mm, plus confiance à Steve Kerr pour faire un vrai système et pour créer une vraie équipe, que ce soit en attaque ou en défense, plutôt qu'à Stan Van Gundy, par exemple, que j'aime beaucoup, hein, mm, mais mm. dont j'attends de voir ce que va donner New Orleans. Je suis pas très haut sur les Pélicans non plus. Je le dis avec toi, je pense que tu le sais, mais Faut pour voir. finir sur les Warriors, qu'on parle pas que d'eux, Curry sera revanchard, il risque de faire une grosse saison si le physique tient, donc là-dessus pas de doute. Si tu devais juste dire en un mot si on avait si on aurait le pic en un premier tour ou pas, tu dirais quoi? De quoi? Hmm. Est-ce qu'on l'aura Tu ou dis pas? ouais, est-ce qu'on l'aura ou pas? Euh... Attends. Si il n'y a pas de bobo, si Curry a pas de bobo, oui, on l'a. Ok. Moi je dirais non, mais que ça sera pas si loin que ça. Ouais, je vais dire comme ça. Et du coup, on va conclure en disant, ben, ça sera la seule année où vous avez le droit de soutenir les Warriors à peu près. Pour qu'on peut... Franchement, moi, les Warriors, il n'y a plus de haine envers eux. Hein. Ouais, Moi, enfin, ouais, Draymond Green, j'ai non. du mal. Draymond Green, j'ai du mal, moi. Je suis désolé, c'est... Oui, mais tu Non. vois, franchement, je pense que Klay Thompson est l'un des joueurs les plus appréciés de tous les fans de NBA. Ouais, mais il joue Même pas. nous, hein, c'est un petit syndrome de Stockholm, mais quand même. Oui, Oui, mais moi j'adore, mais il va pas jouer. Oui, mais tu vois, genre, Kelly Oubre, il va être apprécié aussi. Il est méga Curry, apprécié. même s'il y a des gens qui le hate, moi j'aime beaucoup Curry, je trouve qu'il est fun à voir jouer. Puis même Ouais. Wiseman, Pachal, moi j'ai envie de voir ce que va donner cette équipe des Warriors. Et je trouve que potentiellement ils peuvent avoir un groupe plutôt fun, tu vois. Ils ont plus Hmm. cette Ah non. réputation dog que tout le monde va vouloir déloger. Tu vois, genre, Ouais, je non, je pense suis que la d'accord, et hate c'est que c'est plus j'avais sur jeune. les Warriors, oui, c'est plus jeune. Et Je c'est pense. plus jeune. Enfin, je suis désolé, hein, Wiggins, Oubre, Wiseman, ça va hein, en tant que jeune. Hein. Wiggins, on le taille, mais enfin... Ouais, ouais, mais je pense que la haine que j'avais pour les Warriors s'est reportée sur les Clippers. Tu vois. Parce que oui. les Warriors, à l'époque où KD était là, j'avais envie de les voir perdre. Là, j'ai Ouais. envie de voir les Clippers perdre aussi, mais pas tant parce que je les aime pas, c'est parce qu'ils ont cette réputation d'ogre incroyable qui me saoule un peu. Tu Et vois. pas grand monde aime les Clippers, j'ai l'impression. Je pense On que aime même bien les les fans des moquer. Clippers ont du mal aussi. Oui, avec ce groupe-là. Ok, on continue. Question suivante. Je pensais pas qu'on passerait autant de temps sur Golden State. Une question de Brody23 de Nathan. Quel profil intéressant avec le pic des Rockets? En plus de Waouh. Cade, Cunningham, j'aime beaucoup Scotty Barnes et Macour Maker. Si on n'est pas promis, on prend qui? Parce que Cade semble être le consensus first pick. Perso, j'adore Suggs. Beaucoup de choses. Alors, déjà, on n'est pas sûr d'avoir le pic des Rockets, puisqu'on peut aussi avoir celui de Miami, si Miami est Oh pire non, que celui des non. Rockets. On sait Moi, jamais. On sait jamais. on peut, on Non, peut mais... avoir celui de Miami et de Houston si on a un meilleur bilan que les deux. Oui, c'est Si on vrai. prend le Mais meilleur des deux, mais bon. ça, on n'y croit pas trop. Non, mais je crois pas non plus que Euh, Miami va être pire que Houston. Non, je pense pas non plus.
Sur la draft, alors on va vous avouer, moi j'ai surtout regardé les top prospects, on va dire top 10 que j'ai un peu vu, surtout Cades on a regardé, donc je suis pas expert sur les fins de premier tour. Mes courmakers Comment me ça, les semblent fins de premier tour? Avec le pic des les Rockets? milieux de premier tour, le milieu de premier tour, oui je suis un Les peu avancé. loteries piques? Je pense que Scotty Barnes, je connais pas assez pour dire, mais Courmaker, ce que j'ai vu, ça peut être intéressant, mais j'ai peur que ça devienne comme son frère, si je me trompe pas, son frère, que ça soit un éternel prospect, voilà. Honnêtement, on va pas en parler super longtemps parce qu'on les connaît pas assez pour en parler, et on aura Ah, le là, temps pour cette le saison coup, de les voir jouer. Il y a eu peu de matchs, donc c'est pas intéressant. Pour le coup, Suggs, j'ai un peu vu, j'aime vraiment bien, mais je préfère Cade parce que beaucoup plus parce que Kate polyvalent, s'est joué en beaucoup plus demi-terrain et dominant. pas Suggs. Ouais. Suggs, ouais, c'est plus. Suggs, j'ai l'impression que ça va devenir CJ McCollum. Franchement. Je pense que c'est son. Alors, c'est un bon plafond, hein. Mais. Oh, en plus talentueux. Oui, peut-être. Oui. Mais franchement, c'est. Enfin, on va pas sous-côté McCollum, faisait des très bonnes saisons auparavant. Là, c'est un peu plus dur, mais voilà. On a une question dans le chat. Il y a qui en gros prospect au poste 3? Alors, on peut considérer Cade comme un 3 parce qu'il fait plus de 2 mètres et qu'il peut jouer pas à peu près tous les postes. Il peut défendre 1-4, on va dire. C'est plus un 1 pour l'instant dans son Ouais. utilisation, c'est plus un guard qu'un Ouais, ailier. parce qu'il a personne autour de lui et du coup il est obligé de créer tout le temps, donc on va dire 1. Jalen Green, qu'on n'a pas vu jouer encore parce qu'il sera en G-League. Avec Jonathan Kuminga, je crois que c'est un poste 3-4, ce sera intéressant, les deux sont en G-League. Il y a du BJ Boston qui est assez intéressant mais qui est très brut. Suggs est plus petit. Après, du coup, qu'on a Jalen cité. Green, dans le genre brut Ça, de décoffrage aussi. Ouais. Jalen Green, c'est Hamidou Diallo avec le potentiel de Bradley Beal, genre. C'est à peu près ça. C'est DeAndre Hunter un peu plus doué offensivement et moins bon défensivement. Ouais. Tu vois, dans Et ce Green côté est un peu, j'ai du mal avec mon shoot, mais par contre, athlétiquement, je suis déjà prêt. Ouais. Green, c'est un animal, hein. C'est-à-dire qu'il va essayer de postériser à chaque action, concrètement. Oui, mais dès tu qu'il vois, peut. je préfère un Green, il va être excellent quand ça va courir. Kate Cunningham, Ouais. je pense que tu le lâches en NBA, l'autre, il va Mm. déjà être capable de jouer demi-terrain. Il est trop Ouais. fort. Ouais. Non, Cade est vraiment au-dessus pour nous. Pour Ce moi, qu'on a c'est vu. le 1 vraiment. Et c'est le consensus. C'est vraiment. Pour Il n'y a pas l'instant, de ouais. débat. Ouais. Vraiment, c'est Il n'y a pas de consensus. débat. Et c'est pas exclu d'un jour de voir un line-up où il est poste 2-3 avec Shea. C'est pas scandaleux non plus de voir ça. Donc, Tu fais un bail court Kate Cunningham chez en termes de taille. t'es bien. Voilà, Tu peux te t'es permettre bien. d'avoir un 3 plus petit à la Dort, en fait. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Surtout Parce que Shea, Dort est tanké. Donc. Oui, ouais. Donc voilà, Boston, je sais plus qui on a cité ou pas. Après, je vous invite à suivre Envergure pour ça, si vous voulez vous informer sur la draft, et on va le faire aussi. Mais c'est vraiment le top média français pour le faire, et qui suit beaucoup de matchs NCAA, donc vous invite à faire ça. Et du coup, oui, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on ne vous a pas tous cité, mais il y a pas mal de 3 l'année prochaine, et c'est ce qui fait que cette draft est aussi super forte, parce que c'est une denrée un peu rare, qu'il n'y avait pas l'année dernière, par exemple. Non, il y avait Okoro. Très peu. Voilà. Okoro, Vassell qu'on a vu hier, qui est plutôt intéressant, que j'ai bien aimé. Ouais, mais c'est pas le même registre de 3 Non, c'est un free and D. Des 3 Ouais, initiateurs d'attaque, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, que l'année prochaine, des 3 initiateurs en attaque, t'en as quelques-uns. Ouais, même si c'est ce ça seront pas les top prospects. Ouais, qui seront top 10. Ils seront top 10. Et Oui, ils seront top 10. on finit sur cette draft juste en disant que les scouts annoncent qu'il y aurait 6 ou 7 joueurs, en gros, voire 8, qui auraient été numéro 1 de la draft cette année s'ils y étaient, en gros. Ouais, ouais. Après, Donc, ça montre juste à quel point la draft cette année était faible. Mais... Ouais. Et que la prochaine est moins dense et homogène, mais par contre, les 10 premiers choix, ça peut être des cracks, quoi. Vraiment. Ouais, bah de toute façon, quand on va pique en 2 et en 8, on va être bien. Ça me ferait chier parce qu'on n'aurait pas Cade, tu vois, genre mince. Mais si, t'envoies 25 pics de draft pour monter Oui. en 1. C'est une bonne année pour monter, ceux qui veulent savoir. Voilà. Ah oui. J'ai une autre question de Nathan, c'était par rapport au trade d'Oubré, est-ce qu'on regrette la contrepartie? On a pas mal répondu à ça. Deuxième question de Atmonsef23 qui me dit qu'est-ce qu'on peut espérer d'un éventuel trade de Hill ou Ariza en contrepartie des pics, ou est-ce qu'ils vont être plutôt coupés? Hill sera pas coupé. Pour Ariza, tu peux pas en attendre grand-chose à mon avis, surtout s'il continue à pas jouer. Pour George Hill, tout dépend de son niveau de jeu. On l'a déjà un peu parlé, mais son salaire est vraiment pas élevé. C'est 9 millions cette année, 10 l'année prochaine.
il n'y a que 1,5 million de garantie l'année prochaine. S'il continue à tourner à 47% à 3 points, t'inquiète pas qu'au mois de janvier, février, il y a plein d'équipes qui vont appeler Sam Presti en disant... Le téléphone va sonner, Georgie. ouais, c'est sûr. Ça va sonner. Après, Georgie, ce que tu peux récupérer, tout dépendra de son niveau de jeu, mais si il a le même niveau de jeu qu'il avait à Milwaukee, avec un peu plus de temps de jeu et du coup un peu plus de production statistique, mais s'il garde les mêmes pourcentages, ou s'il a un poil en dessous, mais s'il tombe pas à 34%, tu peux récupérer potentiellement un fin de first round, plus potentiellement un jeune. C'est ce que j'allais te dire. Soit un fin de first round dans les années qui suivent, soit un long terme, où tu sais pas trop, mais je pense que tu peux avoir un first. Je suis assez d'accord avec toi, je pense que Hill en plus sera bon, enfin même hier il était efficace, tu vois qu'il est sobre, je pense que c'est un très bon professionnel et qu'il y a des équipes qui seront un peu en panique, qui iront le chercher, et on verra très vite qui c'est dans la saison. Pour Ariza, ça devient vraiment compliqué, on a vu déjà les Lakers se placer, si on le coupait, ils étaient prêts à le récupérer. Je pense qu'on le verra jamais jouer sous le maillot du Thunder, honnêtement, et je pense que ça devient de plus en plus dur à trouver quelqu'un, et ça serait bête de sacrifier un pic pour l'envoyer quelque part, en fait. Genre, on n'a pas besoin de faire ça, quoi. Non, mais on le fera pas de toute façon, donc tu le coupes. Mais... Plutôt une situation... Si vraiment, il peut pas jouer, tu le coupes. Compliquée avec Ariza. C'est une situation un peu à la Iguodala l'année dernière à Memphis, quoi. Sauf que... Iguodala avait plus de valeur, je pense. Ouais. Je pense. Il avait un peu plus de valeur, mais... Il avait eu du plus haut niveau plus récemment, on va dire. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais Ariza, faut quand même pas oublier qu'à partir du moment où il s'est retrouvé à Portland, il était à plus de 40% à 3 points, à 10 points et 5 rebonds de moyenne. Donc, mais après, je pense que Trevor Ariza, c'est le number one target s'il y a buyout. Complètement. Je pense que s'il y a buyout, t'as une vingtaine d'équipes ou une quinzaine d'équipes qui vont essayer de le convaincre de venir signer chez eux. Mais après, est-ce qu'ils vont être prêts à faire un trade pour lui, je pense pas. Sachant qu'il a pas joué, que t'as peut-être plus d'incertitude sur son état physique, de forme, il a pas joué dans la bulle. C'est lui, certes il joue pas, il se repose, mais le poids des âges s'amplifie, quoi. Ça fait 1 an qu'il a presque pas joué. Oui, enfin après, Melo il a pas joué pendant 1 an, ça l'a pas empêché de revenir à un niveau tout à fait correct avec Portland. Tout à fait décent, c'est vrai, faut le dire. Ouais, à voir, mais j'ai un peu de doute sur le fait qu'on arrive à le trader quelque part et ça risque d'être coupé, tout simplement. Ça m'étonnerait, ouais. Dernière question qu'on avait de Twitter, après on prendra celle du chat, donc n'hésitez pas à préparer vos questions. Une de Kevo Thunder. Dans combien de temps Sam Presti utilisera ses pics pour ramener un nom à OKC ? Plutôt 2 ans ou longue reconstruction ? Ça, c'est une question intéressante. Je te laisse réagir. Compliqué comme question. Comment tu vois le plan à long terme avec ces pics-là ? Pour moi, il y a 2 possibilités. J'en ai déjà parlé, je sais plus si c'était en podcast ou dans un tweet. Pour moi, il y a 2 possibilités. T'as la technique reconstruction rapide, où pour moi c'est 2 ans, genre l'année prochaine tu te retrouves avec Cade tu te retrouves avec le first pick et tu prends Cade Cunningham, et l'année d'après tu retankes une année supplémentaire et tu te retrouves encore avec un pick dans le top 5. Si en plus les Rockets vont s'effondrer et que tu te retrouves avec un pick dans le top 10, c'est très bien aussi. Et du coup dans ce cas de figure là, t'as même pas tant besoin de ça de bouger tes picks. Tu te retrouves avec une équipe compétitive au bout de 2 années de reconstruction. Si t'as Pokusevski, t'as Maledon qui se développe bien en prime, tu te retrouves avec une équipe compétitive, et tes pics de draft, tu vas les utiliser, tu vas en garder quelques-uns, et puis tu vas les utiliser pour faire des ajouts, ou alors pour faire ta pique quand t'auras une superstar, typiquement James Harden. C'est l'exemple typique d'une superstar qui est pas contente. OKC, dans quelques années, pourra proposer un package que peu d'équipes pourront, sur lequel peu d'équipes pourront s'aligner. Donc voilà, c'est à ça que serviront ces pics si la reconstruction se passe bien. Si la reconstruction se passe pas très bien, genre si par exemple l'année prochaine on est le pire bilan, mais que suite à une petite tricherie à la loterie, tu te retrouves avec le pic une nouvelle 4. Règle un peu bizarre, on va dire aussi. Oui, c'est ça, avec une enveloppe froide. Tu te retrouves à piquer en 4. Là du coup t'as des prospects qui sont moins intéressants. Tu peux arriver dans une situation par exemple où Poku ou Maledon se développent pas comme tu l'espérais. Là du coup tu peux te retrouver dans une situation où ta reconstruction peut durer 3, 4, voire 5 ans.
Et là, pour le coup, c'est plus difficile. Et là, tes pics de draft, je pense que tu vas t'en servir non pas pour une superstar, mais pour essayer de monter dans la draft, Ouais. pour récupérer un talent intéressant. Enfin un Donc prospect, ouais. tout Ou dépend échanger tes de... erreurs draft contre un meilleur, un peu ce qu'a fait Philadelphie avec Noël par exemple, ou de faire de la place, tu vois, un truc comme ça. Non, après, moi je l'imagine plutôt dans ton premier scénario où on prolonge chez, c'était la prochaine intersaison, on draft très haut les 2 prochaines années, on va dire minimum top 5, minimum, avec le nombre de picks qu'on a. Dort est là pour quelques années, Beasley, on peut voir comment le prolonger, mais il y aura peut-être un choix à faire à un moment. Malédon et Poku sont là pour un petit moment. Et à partir de là, on commence à être un peu plus compétitif, donc on a des choix un peu plus bas, on va dire entre 10 et 20, 10-15, parce qu'on est un peu plus fort. Et petit à petit, on s'approche des playoffs. L'Ouest commence d'exploser un peu, parce qu'à un moment, ça va exploser. Il y a trop de monde, il y a trop de choses, les joueurs vont vieillir aussi. La plupart des leaders de l'Ouest, bon, on enlève Doncic par exemple, mais il y en a certains qui commencent de vieillir. Et là, tu te places, comme tu l'as dit, t'as Kate, t'as Shea, t'as d'autres joueurs intéressants, il te manque le joueur supplémentaire pour passer un cap, et ben tu te places pour lui, avec ses pics de draft, comme tu l'as dit, une superstar pas trop contente, peut-être un super lieutenant ou quelque chose comme ça, et là tu passes un cap. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Après, si la draft se passe mal, t'as pas les choix que tu veux, tu drafts pas très bien ou tu fais une erreur, ça peut prendre beaucoup plus de temps et t'as le temps de voir venir avec le nombre de pics, quoi. C'est vraiment, il y a rien d'urgent en fait. Là, on dit tous 2021, il y a Cade et tout. Ça se trouve en Bah, 2024, il y en aura encore plus fort. après, si tu peux commencer, genre, ton année 1 de reconstruction, tu la termines, tu drafts Kate Cunningham, bah, tu Oui, poses des ah bah là bases oui, qui sont ultra saines, genre, je suis bien limite, d'accord avec ton toi. backcourt Kate Cunningham chez, tu vois, genre, t'as ton backcourt du futur. Ouais, Tu vois, là, t'es je suis tranquille. complètement d'accord. Après, Après, il y a une t'as le droit à question qui l'erreur, va c'est dans se ce poser. sens-là aussi, quoi. Oui. Ah bah oui, oui, t'as le droit à l'erreur, mais après, faut pas trop faire d'erreur, parce que, tu vois, si tu te retrouves dans une situation où tu draftes en deux et tu prends le joueur qui va pas être bon, ça peut tout de suite te mettre quelques années de retard. Après, il y a quand même une question qu'il va falloir se poser à un moment, et t'en parler vis-à-vis de chez, c'est que la reconstruction, elle va durer minimum 2 ans. Je pense que cette année et l'année prochaine, on sera vraiment dans le bottom tier de la NBA. Ouais, Sauf que chez son extension, s'il la signe, ça sera, elle sera effective à partir de 2 ans. Est-ce que dans une reconstruction, je dis pas que c'est dramatique, mais c'est pas l'idéal dans ta reconstruction d'avoir un joueur qui prend déjà un salary bien max. sûr, bien sûr. En fait, faut pas dire, arriver cette intersaison, dire ah non, mais Shea il est bon, on va le prolonger. De toute façon, faut Mais poser la après, tu vas pas question le à beaucoup plus trader, long tu vois, terme. mais Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais il faut se t'arrives dans poser la une optique. question à beaucoup plus long terme. Bah oui, mais le problème c'est que la question elle va se poser dès l'été prochain. Ah oui, oui, Parce c'est ce que je qu'il va dis être dès éligible cet à été, ouais. l'extension. Dès Donc cet été, il faut que tu te dises si je le prolonge, c'est pas pour 2 ans et faire bah non, voilà c'est pour et 4 ou essayer, c'est 5. pour ouais, exactement. Donc c'est beaucoup plus important que pas mal de gens puissent penser en mode on va juste le prolonger. Il y a d'autres choses derrière, je pense là qu'il faudra cette saison lui aussi confirme. Il faudra ouais voir comment il voit son futur. Euh, de premier avis, moi je serais d'avis de le prolonger, mais on verra. Il y a le temps d'en reparler un bon Ouais, moment. ouais, non, mais après, surtout s'il te fait une saison où il est border MIP, ou ce qui peut être, hein, attention, hein, je pense que dans la course au MIP, dans les pronostics, je sais pas quelles sont les probabilités de favoris pour le MIP, mais il doit pas être loin. Est-ce qu'il était pas déjà Euh, trop fort? non. Parce que là, il faudrait qu'il Il fasse a quoi, quoi du en 25-5-5 19-6? là? Bah, il peut. Si t'as une équipe C'est qui vrai. court, Non, mais c'est vrai, oui. franchement, je parle pas des pourcentages parce qu'ils vont baisser, mais ça va être lui qui aura la balle en attaque. Je pense que il peut être capable, si ça court vraiment vite, il peut être capable de te Hmm. mettre 25-26 points. Ouais, Et il y a 6 rebonds et il y aura 4 passes. Et là, pour le ouais. coup, t'as des belles stats de MIP. Oui, de All-Star. Oui, mais il y aura pas le bilan. Non, il n'y aura pas le bilan, ça c'est sûr. Autant le MIP, ça joue pas trop le bilan, autant pour le All-Star, c'est bien pris en compte. Ok, on arrive au bout de nos questions Twitter, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat. On va les prendre. On nous dit qu'il est favori pour le MIP. Oui, je crois, c'est ce que j'ai vu Bon, aussi. ça Il est dans les m'étonne pas. favoris. Mais oui, c'est pas surprenant. Augmentation des responsabilités, plus de balles en main, année 3.
t'as tous les équipes pas compétitives, t'as tous les trucs pour qu'il soit bon, quoi. Donc, Oui, et puis c'est surtout l'année 2 à l'année 3 qui fait que, parce qu'on les connaît, les votants du MIP, ils veulent pas donner le MIP à un joueur qui est l'année 2. sophomore. Ouais. Là, pour le coup, t'arrives Ce que en je année comprends, moi. 3. Moi, je trouve Ce que ça je comprends. débile sur certains points. Pour certains joueurs, je suis d'accord, mais quand tu vois, je sais pas qui a fait un step incroyable en year 2 par rapport à son année 1 ces dernières années. Doncic, Trae Young. Non, Doncic, il était fou. Oui, il était déjà trop Euh, fort, mais il était encore plus trop fort. Oui, oui, non, mais sauf que lui, il a dépassé que lui comme Trae Young ont dépassé le stade Le de la truc MIP. conversation MIP. Je suis d'accord avec Doncic, il toi. était dans la discussion MVP, il était même pas dans la discussion MIP. Mm. Non, je sais pas, bon, je trouverais pas, mais t'as des joueurs ces dernières années qui ont franchi un step majeur en année de sophomore, et ça, pour moi, ça méritait une récompense, parce que t'as des joueurs qui vont progresser effectivement de l'année 1 à l'année 2, mais t'en as qui vont vraiment progresser fort. Et je trouve ça Après, ce qui a débile de pas le donner. desservi, ce qui a desservi des fois, c'est qu'en année rookie, ils avaient des responsabilités moindres et pas beaucoup de temps de jeu, et que d'un coup, ils ont un temps de jeu augmenté, et en plus, ils ont progressé, du coup, ils statent beaucoup plus. Et ça, les gens disent, bah, ouais, mais c'est juste qu'il joue plus et qu'il a plus de ballons. Ouais, mais Tu vois? regarde Devontae Graham, par exemple. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. C'est l'exemple de ça, Devontae Graham. Après, le truc, c'est que, enfin, Shea, lui, il a déjà eu beaucoup de temps de jeu. Là-dessus, il ne sera pas désavantagé, il a déjà montré, il est connu, enfin, je pense il peut l'avoir. Ouais, bah après, faut voir qui potentiellement peut progresser pour Ouais, être candidat MIP l'année prochaine. j'ai pas trop Voilà. d'idées. Si vous avez des idées dans le chat, dites-le, à part Shea, mais j'ai Quel pas joueur vraiment. va se retrouver avec des grosses responsabilités ou va prendre un step majeur Mhm, dans la ligue je sais pas. On va voir quelle réponse on a, on a d'autres questions. Du coup, on est dernier de la ligue ou Détroit est derrière nous? Honnêtement, je pense que Détroit est pas dernier à l'Est. Vu que j'ai vu New York jouer, je pense que Détroit est meilleur. On dit Michael Porter Jr. là pour le MIP. Ouais, Oui, oui, oui. ouais, peut-être. Oui, oui, Mais il ouais, sera ouais. barré un Mais petit peu par les lui, joueurs il est en avant, année quoi. 2 aussi. Ouais. Oui, il en a deux. Bon, Et il sera théoriquement, il est en barré. année 3, mais il a loupé sa première année, donc il est en année 2. Il aura moins de Mais ballons que chez. Ouais, c'est un bon choix, mais je suis pas convaincu du truc. Par rapport à Détroit, tu te places comment toi? Moi, je les mets avant-dernier, je mets New York en lutte avec nous pour être dernier pire bilan de la ligue. non, je pense Tu mets que New Détroit York pire? est devant Détroit, ouais. Ah ouais? Parce que c'est bien là, ils sont bien les petits jeunes, mais que ce soit Derrick Rose, Blake Griffin, je suis pas convaincu qu'ils vont rester encore très longtemps. New York, ça a pas l'air d'être spécialement bien, hein. Je vois les gens être contents d'Obi Toppin. Les gars, Obi Toppin, c'est exactement ce qu'on attendait de lui. C'est un joueur très fort en attaque, mais qui va rien faire en défense. Après, Détroit, je te dis, je suis pas convaincu que ce soit formidable, mais New York non plus. Après, t'auras une espèce de bataille à trois, je pense, entre nous, Détroit et New York. Puis même, c'est pas dans le projet, tu vois, des Pistons de gagner des matchs. Je pense qu'eux, ils ont plutôt envie d'en perdre. Après, ils Donc, ont fait des trucs bizarres aussi, hein. Quand tu signes Grande Cher, Plumlee Cher, dans oui, une leur rotation reconstruction. intérieure, elle est blindée, mais Ouais. En fait, moi, c'est que je me dis, tant qu'il y a Blake Griffin et Rose qui jouent, ils gagneront des matchs. Parce que ouais, mais Griffin, alors même tu parlais de si. blessures, les deux. Ah oui, c'est pour ça. Je dis, tant qu'ils jouent, ils vont gagner des matchs. C'est ça que Ouais, je dis. Mais bah, quand j'ai vu New York, les joueurs de l'effectif, oh, enfin, t'as encore moins de sécurité sur des joueurs au Piston, en fait. J'ai l'impression que tous les joueurs à New York, t'en as aucun qui est affirmé NBA presque pour l'instant. Alors Randall, je veux bien, il a des expériences, mais enfin, c'est un ouais, t'as joueur qui Nerlens est. Noël. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est Nerlens Noël, quoi. C'est pas. Je suis désolé. Non, mais Non, j'ai après, du mal à voir les New York être Knicks. performant, et puis c'est les Knicks, quoi. Enfin, ça va jouer n'importe comment, ça. Moi, sous Thibodeau, je suis moins convaincu que ça joue n'importe comment. Je pense qu'il y aura une plus grosse rigueur, hein. Après, le problème, c'est qu'est-ce que va donner RJ Barrett, tu vois, typiquement, Oui. RJ Barrett, s'il joue au niveau auquel il jouait, ou auquel on pensait il allait jouer quand il a été drafté en sortie de Duke, là, pour le coup, lui, il va te faire gagner des matchs. Mais le problème, c'est que, pour l'instant, il confirme pas. Hum, Mais, hum, hum. Et tu vois, je te Détroit, dis, moi, il y a une chose aussi, tu dis le front court, mais ils ont plus de guards référencés que New York, quoi.
Enfin, je crois. Enfin, quand tu vois que c'est Ils ont Peyton qui Derrick start, Rose. Ouais, mais Killian Hayes est un plus gros prospect que tous les guards de New York réunis. Oui, mais il est moins Et t'as affirmé en NBA. du Delon Wright, qui pour moi est meilleur que tous les guards de New York. C'est possible, ouais. Parce que Ils jouent pas Peyton tous en Smith tête. et Nicky Likina qui jouent, en gros. Wright est pour Ouais, moi bah. meilleur. Tu vois, en fait, c'est tout bête, mais il y a aussi ça, moi, qui a joué dans le fait que je les mettrais, je pense, devant New York. Bon, voilà pour le Ouais. débat, mais nous, on sera à l'ouest, à part peut-être les Nous, on Kings, qui sera font n'importe dernier. quoi, Non, non, on sera dernier. les Kings, ils vont gagner des matchs. Ils vont gagner plus de matchs que nous. Ouais. Combien on va gagner de matchs? J'ai une question, à peu près, maintenant qu'on est dans ce sujet-là. Une quinzaine? Sur 72, hein. Entre, entre 15 et 20. Je sais plus combien est l'over-under ou s'il est sorti, faut regarder ça, on fera ça en preview la semaine prochaine, mais ça sera intéressant. Bah, chez Trash Talk, on nous met entre 17 et 18. Moi, Dernier de la pense ligue. que c'est ça. Ça dépend, je crois que Alex nous met dernier à égalité avec Détroit et Bastien nous met dernier tout court. Mais ça joue à une Ou place c'est l'inverse, près, je crois. Ouais. Oui, bah bref. Mais oui, je pense qu'on sera... Si vraiment ça se passe très très mal, on sera à 12-13. Si ça se passe de manière agréable, on sera à 22-23. Mais du coup, tu coupes la poire en deux et tu dis entre 15 et 20. J'ai des noms pour le MIP constant, donc on avait MPJ, bien sûr. Lauri Markkanen. J'y crois pas. Je vois le truc, mais j'y crois pas non plus. Je vois plus une progression presque de Wendell Carter Jr. Wendell Carter, putain oui. Wendell Carter, moi je crois beaucoup au projet. Surtout qu'ils ont drafté Patrick Williams, c'est un joueur similaire sur le poste de Markkanen. Je suis pas convaincu qu'il y ait une réelle progression. C'est un joueur du poste de Markkanen, mais pas similaire. je sais pas dans quel sens tu l'as dit, mais c'est... Non, mais dans le sens où c'est le même poste. Joue au même poste. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, Markkanen, je pense qu'en fait, il va être bon quand il partira des Bulls dans 1 ou 2 ans, en gros. Je sais plus quand c'est la fin de son contrat. Mais je pense qu'il pourra. C'est la draft 2017, lui, donc c'est la dernière année de son contrat, là, ouais, si je dis pas de bêtises. Je crois plus en lui dans un autre environnement où là il est barré, où là, certes Billy Donovan peut le mettre en valeur plus que les coachs d'avant, mais j'ai du mal à croire en Lauri Markkanen de mon côté. Ensuite, j'ai du Lonzo Ball, ah, c'est pour toi ça. Non, il y a... Ouais, quoique, hein. Il y a trop de guards, il y a trop de guards de Pélican. Non, mais il jouera plus, Lonzo, il jouera plus meneur, il jouera 3. Faut le faire jouer 3, faut le faire jouer. Mais si, mais faut arrêter de le faire en backup d'Ingram. Mais non, mais tu le fais, non, mais sur le terrain, tu vois, son poste, ce sera marqué point guard, mais tu le fais jouer comme faisait jouer Iguodala ou comme faisait jouer Draymond Green, tu vois. T'en fais un créateur, mais t'en fais pas un créateur dans le sens, il a tout le temps la balle. Ouais, voilà. T'en fais un joueur qui est statique, qui dribble pas, mais qui crée pour les autres. Par contre, ou qui garde la balle en main le temps qu'il y ait des écrans qui se mettent en place et le temps qu'il y ait un joueur qui se démarque. Ouais. Mais t'arrêtes de le faire jouer meneur. C'est pas bon pour le MIP, ça. Non, mais tu vois, s'il se retrouve, je sais pas moi, en 14-8-8, je sais pas quelles sont ses stats actuellement, mais il aura, avec le départ de Jrue Holiday, il aura peut-être plus de responsabilités. Et si... t'as Bledsoe qui arrive, t'as Kira Lewis qui je pense qu'il va jouer et qui est bon. Il y a Bledsoe et Kira Lewis déjà sur le backcourt. Alors et ça prend des ballons. Ouais, mais il prendra des ballons et je pense qu'ici il a pas 15 minutes, c'est un peu abusé. Et je crois plus en Kira Lewis que Lonzo sur le long terme, quoi. Donc. Waouh. Bah, Lonzo, t'as déjà un joueur qui est limite all defensive team. En attaque, je peux comprendre qu'il soit frustrant, mais en défense, il a. Les Pélicans, ils ont pas envie de défendre depuis des années. Ah ouais, bah, je peux te dire qu'avec, tu vois Bledsoe, il est dans la first ou dans la second all defensive l'année dernière. Lonzo, il est pas loin. Le backcourt en défense, c'est solide. Hein. T'as Adams qui vient un peu solidifier ça à l'intérieur, voilà. parce que Hayes, ça a 2 minutes. À voir. Les Pélicans, je suis pas le plus grand fan, vous l'aurez compris, mais je suis pas le plus hype. Mais après, il y a Zion, il y a un gros groupe. Qui j'ai d'autres comme nom? Alors, Christian Wood, on va le sauter parce qu'en fait c'est l'année dernière qu'il aurait pu l'avoir, cette année c'est mort. Bah sauf si il se retrouve, si Harden, quand Harden sera tradé, il peut très vite se retrouver avec John Wall, tu vois le pick and roll John Wall Christian Wood. Oui. L'autre, je suis d'accord avec toi, mais je pense que Cousins va prendre des ballons et du temps de jeu aussi.
Bah, il est pas starter, en tout cas, Cousins. Donc, déjà, Oui, dans le 5 majeur, c'est Christian Wood. Donc, mais il peut arriver ouais. à sa petite vingtaine de points avec 8 rebonds. Hein. Je sais pas à Mais combien il était l'année dernière, mais. fin de saison dernière, il était, je pense, au 17. Oh, oui, oui, pas loin, pas loin. Donc, ouais, ça me paraît pas peu. Jeremy Grant, bon, là, c'est plus bon. Honnêtement, je pense que Jeremy Grant, il va faire une mauvaise année. C'est sûr. Parce que, défensivement, ça va pas être bon Détroit, il n'y a pas les joueurs pour, il n'y a pas l'effectif pour. Et qu'il va vouloir prendre un step supplémentaire offensivement, alors que c'est pas son jeu et qu'il est pas forcément capable de le faire. Après, il peut nous surprendre, hein, parce que quand tu le vois arriver au Oui, Thunder, jamais on aurait imaginé qu'il, ce joueur-là. 2 ans plus tard, il tournerait à 40% à 3 points. Mais effectivement, sur ses tirs, c'était beaucoup des spot-up, Les... des catch and shoot. Hmm, Là, s'il commence à vouloir jouer de haut panier, il va et faire des fade-away de haut panier, il va peut-être ouais. se retrouver dans un jeu qui effectivement n'est pas le sien. Ou après dribble ou autre, enfin, c'est pas du tout Oui, son oui, jeu, mais quoi. en tout cas où il prend l'initiative, quoi. Ce trade, enfin, ce trade, non, cette signature, elle va être perdant-perdant, je pense, pour et le joueur, et Détroit, et Denver. Ça va être du triple perdant, presque. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? On a fait le tour un peu des MIP. Est-ce qu'on peut peut-être, en attendant, parler un peu du match d'hier? Euh, Qu'est-ce que tu as retenu? Si tu devais dire quelques éléments que tu as retenu du match d'hier, ou là du collectif, peut-être sur certains joueurs? À Malédon, globalement, mais après, Oui. c'est difficile de tirer des conclusions sur Oui. un match de pré-saison. Mais Frank Malédon, moi je Jackson me a suis... fait une bonne impression. J'ai vraiment bien aimé. Oui, mais Euh, après Frank Jackson, je pense que ce sera les montagnes russes. Donc un coup il sera ouais. bon, un coup il sera affreux. Après, pour le coup, Euh... lui, si son tir clique et qu'il devient régulier, Ouais, mais j'y crois pas. ouais. Donc non, je te dis, Malédon, très bien. De voir Shea agressif, ça m'a bien plu. Euh... Après, on va voir sur Diallo, les autres Diallo, matchs. Diallo a fait du Diallo. Diallo, il fait un bon petit double-double, il est en 14-10. C'était Bon, pas faut pas le faire jeu extraordinaire, mais... meneur comme on a fait à la fin là, parce que c'est ce que non. Non, Mais mais tu vois, genre, il y a eu une séquence où moi, déjà, je te l'ai dit, je le trouvais plus à l'aise balle en main que les autres années. ouais, Il y a eu une petite séquence où je l'ai vu, là, shooter à mi-distance. Je trouve que sa mécanique est un poil plus fluide que ce qu'elle était il, les années d'avant. il a Tu vois, pris un genre, tir un peu à la Westbrook. le jumper à mi-distance, est-ce que j'ai pas souvenir d'avoir vu Diallo le tenter et le réussir les autres années? Après, il y a des moments où effectivement il a voulu driver, il s'est fait contrer de manière assez sale, mais ça va. Je ne mettrai pas dans les positifs, je mettrai pas dans les négatifs. On va voir si le handle que j'ai vu hier soir c'est sa base pour toute la saison. Là, je pourrais dire ouais qu'il y a une progression. Mhm. Bon, on nous demande de parler de Poku. C'est le moment. Je vois qu'il y a pas mal de trucs qui ne passent sur son poste, sur autre. Alors hier, Poku a joué poste 3 offensivement ou 4. Il jouait off-ball. Il était servi souvent en spot-up ou à un moment il y a eu un end-off où il met un 3 points ensuite avec un dribble. C'était assez intéressant d'ailleurs. Mais il a joué plutôt ailier, on va dire 3-4 hier. Le problème à ça, et c'est un truc que moi j'ai très vite mentionné en fait dès le début qu'il a été drafté, c'est qu'il pourra jamais défendre des postes 3. Rien qu'hier, il a été drivé un paquet de fois par Bates Diop, et même défensivement, il semblait perdu, et c'est beaucoup plus compliqué de défendre, je pense, pour un joueur comme lui, au large, en train de courir après les joueurs, que en étant dans la raquette, en attendant un drop sur un pick and roll. Mais on semble vouloir quand même un peu le protéger physiquement, ce qui est normal, notamment défensivement, en le cachant, en le mettant pas sur les intérieurs qui peuvent l'enfoncer, etc. Par contre, offensivement, en fait, il va toujours jouer comme ça. Je pense qu'il sera jamais un intérieur à poser des écrans, à jouer dos au cercle, etc. Ce sera beaucoup de spot-up, beaucoup de liberté, beaucoup potentiellement de drive. Il pourra jouer des pick and roll en ball handler aussi. C'est plutôt défensivement moi que la question se pose du poste, parce que en attaque c'est un positionless et c'est ce que Daniel veut faire en plus, sans vraiment de position, et on l'a un peu vu hier ça d'ailleurs, c'était assez intéressant, à part peut-être un poste 5 marqué, après c'était assez libre. Ouais, il y a même des Euh, séquences où il remonte la balle. Ouais. Où il prend le rebond, il remonte la balle, voilà. On a vu pas mal de trucs passer sur des erreurs qu'il a fait, des vidéos, enfin, il y a aussi des highlights qui étaient plutôt intéressants, des bons flashs.
Dans son body language, je vois que ça a fait pas mal parler aussi, dans le chat aussi. Je pense qu'il était très stressé, vraiment, c'est ce qui ressortait. Il a fait des erreurs un peu bêtes au début, on voyait qu'il voulait essayer de bien faire. Il a fait des erreurs, c'est normal, c'est un rookie, il a jamais joué au niveau, il a 18 ans. C'est un peu compliqué. Il arrive dans un environnement qu'il connaît pas. Faut pas lui jeter la pierre dessus pour l'instant. Dans ses déclarations, il a été très bien dans tout. Voilà. Euh, voilà. Après, il s'est libéré en fin de match. C'est le gros point positif. C'est vraiment libéré en fin de match. Il enchaîne 3 points d'affilée. C'est son tir. Peut-être c'est là où on a eu plus de flash. Mais c'est ce qu'on avait dit tous les deux. Pour l'instant, il va jouer sur du tir, quoi. Oui, est-ce que on parlait de Porzingis, machin, est-ce que la vraie compa NBA de Poku, c'est pas Davis Bertans, son plus grand? Peut-être. Peut-être. Non. Dans le genre bon shooter, je pose pas un écran et je défends pas terrible. Ouais. Moi j'ai envie de dire que au-delà de Après, Porzingis, la vraie compa c'est Bertans. Il a un plafond de création qui est beaucoup plus haut. De Bertans, c'est pas capable. Oui, mais dans son utilisation. Pour l'instant, ah oui, je suis d'accord Parce avec toi. que Porzingis, lui, il pose des écrans. Hein. Donc, Ouais. t'as dit que Poku, tu sais pas s'il sera utilisé en tant que poseur d'écran, en tant que vrai intérieur. Bah, tu fais jouer Pour l'instant, Poku. sur cette année, je pense pas en tout cas. Non, bah, Ouais. moi, à l'avenir, je pense pas non plus, parce que même s'il prend du muscle, jamais il arrivera à 115 kilos. T'as des physiques comme ça où t'es skinny de base, donc tu peux Sauf pas si tu faire grand t'appelles chose. Giannis Antetokounmpo, je sais pas combien il pèse actuellement. Oui, mais Giannis, il faisait le t'as poids de vu beaucoup quand il arrive en NBA, j'ai vu passer la stat, c'était assez incroyable. Ouais, mais tu vois, alors t'as Giannis Oui. qui a pris du muscle, mais lui c'est incroyable. Mais même regarde KD ou Brandon Ingram, ils sont arrivés en étant ultra frêles et aujourd'hui, même s'ils ont pris du muscle, ils ont pas non plus des physiques ultra leur morphologie musclés. est comme ça, ouais, je suis Voilà, d'accord. c'est ta morphologie. Il y en a qui naissent skinny et puis voilà. Donc donc je me dis que l'utilisation de Poku, au final, si tu veux vraiment pas l'utiliser comme un vrai intérieur, tu le fous avec un rim runner, tu utilises en poste 4 et tu l'utilises comme les Wizards utilisent. Tu vois, genre Washington, ce qu'ils font, c'est que Bertans, s'ils le mettent au poste 4, ils l'associent souvent avec Thomas Bryant, qui est un rim runner ultra athlétique. Bah voilà. Comme ça, t'as pas besoin de t'embêter à lui faire poser des écrans, ce qui sera peut-être pas ce qui sera jamais, je pense, sa qualité première. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Sauf si tu veux faire des pick and pop de temps en temps, tu peux essayer, mais tu le mets avec un intérieur rugueux qui pose des écrans, et vu qu'il a l'air d'être plutôt rapide de se déplacer, en attaque en tout cas, de se déplacer plutôt avec aisance, bah tu le fais se démarquer, quoi. Ou alors tu le mets dans un corner et tu le sers pour un kick-out. Vraiment. Je suis assez d'accord avec toi. Parce que, au-delà du poste 4 ou 5, tu le mets avec un joueur potentiellement plus petit que lui qui, en attaque, joue ce rôle d'intérieur, là où lui il ne le fera pas, et en défense où tu peux presque interchanger, où tu as un joueur, l'autre joueur, le 4, on va dire Jeremy Grant pour illustrer, est capable de défendre à peu près tous les postes. Et Poku, lui, est plus concentré sur la protection de cercle quand il s'est étoffé un petit peu et on voit le moins courir partout. Là, même avec hier, je pense que l'optique, ça devrait être ça. Ouais. Mais tu vois, genre, tu peux le mettre. Même, je sais pas, bon, Capella est peut-être manque un poil de mobilité pour l'associer, mais. Ouais, j'ai du mal, Capella. Moi, j'aime bien Capella, tu vois. Oui, non, mais à le voir dans cette optique-là, j'aime bien Capella. Un Draymond Green. Ouais, mais là, t'es genre dans l'excellence de l'excellence. Oui, j'extrapole le profil, mais. Non, mais tu vois, avec un intérieur un peu. Tu vois, PJ Tucker, genre dans le registre, je suis plus petit que Poku, par contre, je suis plus mobile. Ouais. Et du coup, je suis capable de sortir au large pendant que lui reste sous le cercle. Par contre, en attaque, je suis besogneux et du coup, je peux poser des écrans. Après, Tucker reste pas trop sous le cercle non plus. Non, mais non, justement, oui, Tucker, il sort au large pendant que Poku reste sous le cercle. Ouais. Et en attaque, par contre, il pose des écrans. Après, non, Poku, c'était une première expérience. On le sait, je pense que pendant un an, il faut presque pas le juger, mais. Hein? Pendant 2 aussi? Voire même pendant 2. Hein. Ouais. Mais déjà, au bout d'année 2, on pourra regarder des choses. Et s'il arrive déjà à être dans la rotation assez correctement, on va dire comme hier, voilà, même si c'est un peu frustre, ok, ce sera déjà très bien, parce qu'il se sera développé. Et souvenez-vous aussi de ce premier match là, fin mi-décembre, et on le regarde, on regardera les images, je pense, c'est quand ça finit fin mai, la saison officiellement.
On regardera les images à ce moment-là, voir comment il a évolué. C'est ça qui est important avec lui. Regardez Beasley entre le premier match de la saison régulière et la fin de la bulle. Rien à voir. C'est pas du tout le même joueur. Ça n'a rien à voir, il est plus physique aussi, c'est pas... Rien à voir. Après, il y a différents types de profils. Lui, il a eu du mal à s'affirmer au début, et petit à petit, il a pris confiance avec son tir. Beasley, dès le début, était assez entreprenant, j'ai envie de dire. C'était un joueur qui aime provoquer les choses, qui aime pas se montrer, mais tu vois, attaquer le cercle, essayer de trouver des apporter en attaque, par exemple. Beaucoup, j'ai moins senti ça dès le début. Tu vois que tu regardes le premier match de Beasley, comparé au dernier, tu vois qu'il a appris à regarder le jeu au ralenti. Il est moins foufou sur ses playoffs, par exemple, qu'en début de saison, où il avait tendance à faire beaucoup d'erreurs. Je pense que la bulle de Beasley, il n'y a pas beaucoup d'actions où je l'ai vu vraiment faire une grosse erreur, faire une passe qui était pas bonne, ou tenter un drive qui était pas forcément... les seules erreurs qu'il a pu faire, c'est sur des finitions de drive où il a forcé, je pense, où il a subi, tu vois, qu'il était obligé de tirer. Oui, il manquait peu d'explosivité, mais je pense que dans ses choix, même en défense, il a progressé aussi, je pense que dans ses choix, il a appris à mieux appréhender le jeu pendant une saison. Et bizarrement, avoir Chris Paul avec toi, ça t'aide à mieux appréhender le jeu, mais voilà, donc Poku, on va pas le juger sur un match de pré-saison. Je pense qu'il y a des matchs où Poku va te mettre 20 points, typiquement, 20 points à 6 sur 9 au tir, et il y a des matchs où il va t'en mettre 0 ou 2 à 1 sur 7. Je pense que tu auras l'impression que tu pourras jamais rien en faire, ouais, je suis d'accord. C'est ça. Donc bon. Donc soyons patients. Et ne partagez pas les lowlights. Je connaissais pas ce mot, mais du coup ça m'a fait rire le mot. Les lowlights de Poku. Oui, alors si on pouvait aussi arrêter de me parler des fumbles de Daniel Jones, ça me rassurerait. Parce que là, ça me fait stresser. Merci. Je pense qu'on va conclure là. On a répondu à pas mal de questions. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch où vous pourrez retrouver les podcasts en replay du coup. Et un podcast comme on vient de faire toutes les 2 semaines, normalement le dimanche. La semaine où il n'y a pas de live, c'est qu'on fait un podcast uniquement audio, donc un peu plus qualitatif, voilà, avec des invités, etc. La semaine prochaine, on vous prévoit du très lourd. On espère que ça va se faire. On essaie de prévoir des petits trucs pour la preview de l'année. Ça sera un énorme épisode comme chaque année, assez long, avec beaucoup de contenu. Donc si vous n'êtes pas abonné à Ocha, notre hébergeur, à toutes les plateformes d'écoute pour les podcasts, allez-y à Twitter Thunder. Abonnez-vous à Twitter, à Instagram. Aussi, mettez le site web en favori. On publie des articles tous les jours en tant que récap de match et hot news. Donc, si vous voulez suivre l'actualité du Thunder, c'est sur wearethunder.fr. Et voilà, j'ai fait mon moment promo. On vous laisse. Il y a encore de la NBA bientôt. Le Thunder revient dans quelques jours pour un double confrontation avec les Bulls. On sera bien sûr en live tweet. Et sur notre nouveau parquet, on sera aussi. Ouais, qui a l'air très beau. Qui a l'air vraiment cool. Mais voilà, je trouve bizarre, ils ont pas mis le bleu sur toute l'intérieur. Ils l'ont coupé au niveau où tu shootes les lancers francs. Je trouve ça bizarre, mais c'est un peu. Ça me fait penser un peu aux raquettes universitaires. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais c'est un style. Je crains pas. Ils ont enlevé aussi le Thunder au-dessus du logo. Ils ont changé les écritures. Donc si vous avez pas vu, essayez de faire ça. J'imagine un podcast avec Lou Dort et Malédon, ça serait énorme. Ah oui, ce serait vraiment énorme. Ça va être chaud. Calmez-vous. Ça va être chaud. Mais un jour on essaiera, on va essayer. Pas mais tout de suite. Quand Théo sera All-Star. Quand on vous prévoit du lourd, on va essayer d'avoir des gros invités. Vous l'avez vu, on essaie d'inviter des gens sur nos podcasts. On a eu Alex de Trash Talk par exemple. Donc voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. On était une bonne quinzaine tout le long. On se retrouve très vite et salut. Salut.